Je vais vous donner un exemple concret. Donc, il y avait des amis qui étaient à table, on va dire Julie, Juliano et Michel et puis tous les autres. Donc, ils avaient une conversation très intéressante à table, un sujet vraiment très intéressant. Et Julie, eh bien, elle a répondu à un moment donné à ce sujet. Je n'ai pas la présomption vraiment de connaître vraiment toutes choses, mais je pense que, eh bien, dans ce cas-là, voilà comment, eh bien, cela devrait se passer. Juliano qui est en face, eh bien, il rétorque avec une certaine agressivité. Mais pour qui tu te prends? Tu penses que tu connais tout? C'est quoi? Ça met un froid. Michel qui observe la scène se dit, mais je pense que tout simplement, Julie, eh bien, elle est simplement timide. Donc, selon Michel, Julie a seulement usé de précautions. C'est-à-dire qu'elle a juste fait attention pour ne pas s'imposer, parce que voilà, elle est pudique. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui aime s'exposer, c'est pas quelqu'un qui aime se mettre en avant. Donc, à cause de justement sa pudicité, sa pudeur, eh bien, elle a parlé ainsi. Donc, ça, c'est l'interprétation de Michel. Juliano, lui, ne l'a pas entendu de cette oreille. Lui, il l'a pris vraiment pour de l'arrogance, pour est-ce que tu m'as vu, etc. Donc lui, il n'a pas entendu de la même oreille. Donc là, nous avons un message qui a été interprété de deux façons différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle les filtres. Donc, on peut dire vraiment que, eh bien, par exemple, Michel, c'est peut-être quelqu'un tout simplement qui a l'habitude, en fait, de chercher à voir, eh bien, le positif dans les autres, ou bien c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans l'assurance, qui n'a jamais eu vraiment de grandes difficultés, qui a été éduqué vraiment dans un milieu heureux, un milieu vraiment paisible. Donc, qui, elle, eh bien, l'a interprété comme une simple prudence. Lui, peut-être, donc Giuliano, qui l'a interprété différemment, peut-être que lui, son filtre, c'est tout simplement son éducation. Peut-être qu'il a reçu une éducation qui est très dure et ça, il a été élevé dans un milieu où il fallait faire très attention, où il fallait être sous ses gardes, où les gens étaient toujours mauvais. Donc ça peut, eh bien, l'éducation, eh bien, de cet homme, eh bien, a influencé son interprétation du message. Donc vraiment, les filtres, c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. On ne doit pas négliger les filtres parce que vraiment, euh, ils, ils, ils font échouer totalement une communication. Donc, dans le couple, concrètement, il est vraiment important de pouvoir eh bien, prendre en compte et apprendre à connaître les filtres qui peuvent se présenter dans notre couple. Alors, du coup, ça va m'amener à mon premier conseil. Premier conseil que je vous donne concrètement, si vous voulez communiquer, attendez de vous être calmé. Ça veut dire que ne commencez jamais d'essayer de communiquer ou d'essayer de discuter ou d'essayer d'avoir un dialogue avec votre conjoint si il y en a un des deux qui est énervé, agacé, attristé, irrité ou encore pire les deux. Jamais. Faut jamais essayer de le faire. Je pense que vous avez déjà été confronté à cela. Vous avez essayé de faire comprendre. Et puis, c'est parti vraiment, eh bien, chaos, échec, frustration. Voilà le résultat d'un couple qui va essayer de communiquer alors que, eh bien, il y a le filtre de l'émotion qui est l'agacement, qui est la tristesse, qui est la colère. Jamais entamer une conversation alors qu'il y a des émotions négatives. Mieux vaut dire, OK, on va en parler après. Quand tout le monde sera calme, quand tout le monde sera posé, eh bien là, on pourra communiquer. Et là, ça vous enlève un filtre. Parce que si vous commencez à une communication, donc un dialogue avec le filtre de la colère, avec le filtre de la tristesse, avec le filtre des idées noires, donc des émotions négatives, eh bien, cela va créer des interprétations que vous ne voudriez pas en fait. Donc ça veut dire que votre interlocuteur en face de vous qui est en colère ou bien qui est irrité ou bien même vous-même, vous aurez du mal à exprimer exactement ce que vous voulez euh, transmettre comme message. Et cette personne-là aussi qui est en face, qui est irritée aussi, ne pourra pas non plus être capable de bien interpréter le message que vous lui envoyez. Donc,
conseil numéro 1, n'entamez jamais une conversation alors qu'il y a des émotions négatives dans l'air. Attendez d'être calmé. Donc, prendre en compte les filtres, c'est vraiment très, très, très important. Il existe aussi d'autres filtres comme l'esprit occupé. Par exemple, beaucoup de femmes ont déjà essayé de parler à leur mari alors qu'ils regardent leur match de football. Elles essayent de parler à leur mari alors qu'ils regardent leur émission. Les filles, n'essayez pas. C'est pas la peine, c'est un gros filtre. C'est un filtre et de toutes les façons, par politesse, il va répondre, mais il n'aura vraiment pas interprété comme il faut. Et donc, du coup, soit il y aura un monologue, ça veut dire que vous allez parler, ou il y aura 2 monologues. Ça veut dire que lui, il n'écoute pas, mais en fait, il répond. Et vous-même, vous parlez un peu seul, parce qu'en fait, son esprit est sur l'écran et sur son émission. Donc, il faut, c'est toujours dans le même ordre du conseil, eh bien, éviter d'entamer un dialogue alors que votre conjoint, votre conjointe est occupé avec une émission ou bien occupé à autre chose. Ça, c'est vraiment très important. Il faut éviter cela. Mon deuxième conseil pour vous, c'est avant de parler, énoncez clairement dans votre tête ce que vous voulez dire à votre conjoint. Donc, il y a cet écrivain, ou il y a cette personne, je crois que c'est Boileau, qui a dit ce qui est clairement défini dans notre tête, eh bien, sera clairement énoncé et donc pourra vraiment être clairement expliqué. Nicolas Boileau a dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » Donc, cela nous amène à notre deuxième conseil. Donc, mon deuxième conseil pour vous, c'est d'abord, il faut que ce que vous voulez transmettre à votre conjoint ou à votre conjointe comme message, il faut d'abord que ce soit clair dans votre tête. Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle comprenne ou qu'il comprenne? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat? Avant même de parler, il faut pouvoir bien concevoir clairement dans notre tête ce qu'on veut transmettre à notre conjoint. C'est vraiment très, très, très important. Parce que lorsque vous savez exactement ce que vous voulez dire, eh bien, les mots pour le dire vont sortir clairement. Voilà. Et c'est vraiment une vérité qu'il ne faut pas négliger. Ainsi, lorsque c'est énoncé clairement, votre conjoint en face va pouvoir l'interpréter correctement, donc sans trop de filtres. Donc déjà, vous diminuez les filtres et cela lui permet de mieux comprendre pour pouvoir vous donner la réponse que vous attendez. Donc, deuxième conseil à ne pas négliger, c'est concevoir clairement ce que vous voulez transmettre comme message avant de pouvoir communiquer. Très important. Mon troisième conseil pour vous aujourd'hui, c'est veiller à vérifier que votre interlocuteur, donc votre mari, que votre femme ait bien compris le message que vous voulez lui transmettre. Parce que on ne sait jamais, si jamais il y a un filtre intérieur que vous n'avez pas détecté, eh bien, cela peut causer des mauvaises interprétations et puis causer des quiproquos et puis causer des frustrations qui sont nourries par de mauvaises interprétations et puis qui grandissent chaque jour et puis un jour, bam, explosion. Personne n'a rien compris. Donc, c'est vraiment important de non seulement communiquer, mais s'assurer derrière que est-ce que mon conjoint, ma conjointe a compris exactement le message que je voulais lui faire passer. C'est pour cela que vraiment, il faut vraiment créer un cadre où il y a le moins de filtres possible pour pouvoir faire un dialogue avec votre mari, avec votre femme. Parce que vraiment, le problème de l'interprétation, c'est vraiment destructeur d'une communication efficace. Donc, vous communiquez, oui, mais veillez à ce que, votre conjoint en face de vous ait réellement compris le message que vous voulez lui faire passer. Quitte à vous répéter,
Mais c'est vraiment important de pouvoir le faire. S'asseoir, est-ce que vraiment tu as compris le message que je voulais te faire passer? Est-ce que vraiment tu as compris réellement ce que je voulais te dire? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple concret, comme ça, ce sera encore plus clair. Par exemple, un homme et une femme qui parlent du fait que, eh bien, ils ne s'accordent pas de temps. Il y en a un qui a décidé, eh bien, de transmettre ce message. On ne s'accorde pas assez de temps l'un à l'autre. Ça veut dire que cette personne, cette femme sent que, bien, son mari ne lui accorde pas assez de temps. Et donc, c'est vraiment important de s'asseoir et de pouvoir communiquer. Parce que la femme, quand elle va parler, le mari, lui, peut interpréter ça comme un reproche, tout simplement qu'elle lui reproche de ne jamais être là, qu'elle lui reproche de ne pas être un bon mari, alors que pas du tout, c'est pas ça la question. La question est que elle sent que elle est en manque de son mari et qu'elle a besoin vraiment que son mari soit plus souvent là avec elle. Enfin, lui accorde, même si c'est 20 minutes par jour, lui accorde un temps spécialement pour elle. Elle veut se sentir aimée. Tout être humain a besoin de se sentir aimé. Donc, pour qu'elle puisse transmettre le message, elle peut par exemple tout simplement dire à son mari, chérie, vraiment, je sais que tu fais beaucoup d'efforts pour nous, pour qu'on puisse vraiment être bien dans la maison. Tu travailles dur pour que, eh bien, on soit bien à la maison. Et vraiment, je t'en remercie. Mais j'ai vraiment une faveur à te demander, c'est que je me sens un peu délaissée. Je sais que tu travailles beaucoup et que c'est pour la bonne cause, mais malgré tout, j'ai du mal parce que je suis en manque de toi. Je me sens délaissée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'accordes même 20 à 30 minutes par jour ou que tu m'accordes 2 heures ensemble, rien que nous deux, où on va au restaurant, où on passe du temps ensemble. J'aurais aimé que tu m'accordes du temps parce que j'ai besoin de me sentir aimée par toi. Je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin de sentir eh bien, que tu m'accordes en fait du temps. Donc, il faut vraiment bien énoncer clairement ce qu'on veut dire pour pouvoir vraiment permettre au conjoint de pouvoir vraiment le comprendre. Alors, lorsque quelqu'un n'énonce pas clairement ce qu'il a à dire, par exemple, ça peut donner ça. Tu n'es jamais là, à la maison, ou encore elle peut essayer de le dire sagement. Elle peut dire aussi, tu n'es jamais là à la maison, tu es toujours en train de travailler, donc voilà quoi. Pour elle, elle a transmis une information, mais elle n'arrive pas à exprimer clairement exactement c'est quoi le fond de son problème. Et donc, du coup, ça va déclencher un mari qui ne va pas comprendre parce que lui, il fait tellement d'efforts, il voit des fois qu'il n'a pas envie d'aller travailler, mais il est obligé de le faire parce qu'il veut que sa femme et ses enfants soient bien. Il est obligé de le faire et pourtant là, on lui fait des reproches. Donc, vraiment important de pouvoir maîtriser la communication. Donc, vraiment faire très attention. Eh bien, lorsque nous communiquons, il faut pouvoir clairement énoncer d'abord dans notre tête ce qu'on veut dire pour pouvoir justement avoir les mots clairs pour que notre conjoint en face de nous puisse nous comprendre. Mon troisième conseil pour vous aujourd'hui, c'est soyez lent à parler, prompt à écouter. Il est très important, vraiment, lorsqu'on communique, de prendre le temps d'écouter avant de parler. Et ça, vraiment, c'est une difficulté que rencontrent beaucoup de couples. Parce qu'on a tendance à démarrer au quart de tour avant même d'avoir écouté eh bien, ce que l'autre avait à dire. Et ça cause quoi? Des problèmes d'interprétation. Ça cause eh bien, de la confusion et une communication finalement qui est inefficace. Donc, c'est vraiment important cette troisième clé. Il faut apprendre à bien écouter votre conjoint, votre conjointe. Être lent à parler, prendre le temps de bien écouter pour pouvoir donner une réponse adaptée. Très important de faire attention à ne pas faire aussi de monologue. Donc, ça, il faut veiller à cela. Deux monologues. Ça veut dire quoi, deux monologues? Ça veut dire que je parle, tu parles. Et deux personnes parlent sans s'écouter. Donc, chacun parle. Et ils sont comme deux personnes, comme a dit un auteur, ils sont comme deux personnes qui sont sur une route. Donc, ils sont sur une autoroute à deux voies. Et ils roulent côte à côte, sans jamais se rencontrer. Il y a beaucoup de couples qui communiquent comme ça, qui
qui parlent comme ça veut dire que l'un parle, l'autre parle en même temps. Et on a deux dialogues. Personne n'écoute personne en fait. Et donc c'est même pas de dialogue, deux monologues. Ça veut dire que chaque personne dit ce qu'il a à dire et personne n'écoute personne. Et finalement, on sort de la communication. On n'a rien entendu de ce que des désirs de l'autre. On n'a rien entendu de ce que l'autre a voulu nous dire. Et on sort de la communication déchirée. On sort de la communication frustrée. Tout simplement parce qu'on a fait deux monologues. Donc, c'est vraiment une clé très importante. Il faut apprendre à se taire, apprendre à bien écouter pour essayer de bien comprendre le message que notre conjointe veut nous faire passer. C'est vraiment très important. Essayez de comprendre, essayez nous-mêmes d'enlever les filtres. Donc, quand tu as quelqu'un en face de toi qui essaie de te communiquer un message, il faut pouvoir essayer d'enlever les filtres. Donc, personnels, les filtres des émotions, les filtres des coutumes, les filtres des habitudes. Il faut pouvoir essayer d'être neutre et d'essayer de vraiment comprendre ce que la personne, notre conjoint, notre femme, notre mari en face de nous, veut réellement nous dire. Donc, troisième clé, être lent à parler et être prompt à écouter. Écouter avant de parler. Autre point très important qui fait toujours partie de notre troisième clé, c'est interdisez-vous de couper la parole à votre conjoint. Il faut vous interdire de couper la parole à votre conjoint. Beaucoup de couples aujourd'hui ont du mal à communiquer parce qu'on a tellement envie de répondre, on n'attend pas de bien écouter avant de pouvoir répondre. Il faut vous interdire de couper la parole à votre conjoint. Et lorsque vous allez voir que rien qu'en appliquant ces trois premières clés, vous allez voir que déjà la qualité de la communication va pouvoir commencer à changer. Donc, autre conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est il faut réussir à comprendre, il faut tenir compte du fait que votre conjoint, votre conjointe, peut avoir un avis différent de vous. Et oui, votre conjoint, votre conjointe n'est pas obligé d'avoir le même avis. Vous pouvez parler d'un sujet, vous pouvez avoir des avis différents. Et il faut l'accepter. Il faut accepter que votre mari ou bien votre femme n'a pas le même avis que vous concernant l'éducation des enfants. Alors, ne pas avoir le même avis concernant un sujet ne veut pas dire que vous allez marcher opposé dans la maison. Maintenant, il faut prendre conscience du fait que, on n'a pas le même avis. Ça peut arriver. Il faut accepter que l'autre n'est pas obligé d'avoir le même avis que vous. Maintenant, ça se discute. On discute vraiment des avis. On va prendre l'exemple concret justement des enfants. Ça, c'est un exemple qui vraiment nous concerne tous en tant que parents. C'est l'éducation des enfants. Souvent, effectivement, ça peut arriver que le père ou la maman et le papa, donc l'homme, la femme, n'ont pas le même avis. Ils ont des avis divergents concernant l'éducation. Mais ce n'est pas pour autant que, on va rester dans son coin, on va commencer à bouder parce que c'est pas comme ça que ça devrait se faire, etc. Donc, c'est vraiment important de pouvoir communiquer dans ce cadre-là. Vous donnez votre information, vous donnez votre avis concernant l'éducation, comment vous voyez l'éducation, et vraiment sans juger l'autre, sans juger la vie de l'autre, vraiment sans juger sa façon de voir l'éducation. Vous dites simplement comment vous voyez l'éducation, comment vous auriez aimé éduquer vos enfants, pour quelles raisons vous auriez aimé faire comme ça. Et vous laissez l'opportunité aussi à votre conjoint de pouvoir s'exprimer et de pouvoir lui aussi vous exposer sa vision de l'éducation de l'enfant. Et à partir de ce moment-là, vous réunissez ces deux visions-là et toujours, on arrive à trouver un terrain d'entente. Mais il faut vraiment que, ce n'est pas le sujet du jour, mais il faut vraiment que vous arriviez à trouver un terrain d'entente parce que ça encore, dans une autre vidéo, nous allons en parler, mais c'est un sujet de discorde où les enfants vont en profiter pour plonger dedans et puis semer la zizanie et la panique dans le couple et dans la maison. Donc, important de bien communiquer, peu importe le sujet. Chaque personne donne son avis. On a des avis qui divergent, qui sont différents, mais on peut trouver des terrains d'entente parce que quand même le mariage, c'est l'union de deux personnes qui ont des visions différentes, qui ont des éducations différentes, qui ont tout simplement des bagages différents.
Et donc, il faut pouvoir tenir ça en compte. Donc, c'est mon quatrième conseil pour vous aujourd'hui. Ayez cette conscience que, eh bien, votre conjoint, votre femme ou votre mari, eh bien, peut avoir un avis qui est différent de vous. Mon cinquième conseil pour vous aujourd'hui, c'est ne prenez pas votre conjoint, votre mari ou votre femme pour un concurrent. Où je veux en venir par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup de couples se disputent comme pour chercher qui a tort, qui a raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tort. Non, en fait, la question dans la communication, c'est pas qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas ça. Ce qui est important lorsqu'on communique, lorsqu'on dialogue, c'est que votre équipe puisse gagner. Je m'explique. Lorsqu'on se marie, on vit en couple, eh bien, on devient une équipe. Vous faites une alliance. Donc, vous devenez une équipe. Vous êtes dans le même camp. Ce qui veut dire que si l'un d'entre vous a perdu, l'équipe a perdu. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être conscient que le couple, votre couple, c'est une équipe. Et que l'objectif de cette équipe, c'est de gagner. Et à chaque fois qu'un d'entre vous gagne, eh bien, c'est tous les deux qui gagnent. Quand le couple gagne, et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment important de ne pas prendre son mari ou sa femme comme un concurrent. Donc, lorsque vous dialoguez, évitez de chercher à mettre la faute sur quelqu'un. Évitez de chercher à avoir raison, ou bien de chercher qui a tort, qui a raison, de chercher, eh bien, c'est la responsabilité de qui, c'est à cause de qui. Ça n'a pas d'importance. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de pouvoir avoir un dialogue efficace, de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir jouir de votre mariage. Parce que vraiment, la vie mérite d'être vécue. Je pense que les quelques années que nous avons à vivre sur cette terre, il faut pouvoir ne pas les gaspiller, eh bien, dans ces petites choses à chercher qui a raison, qui a tort. Mais vraiment, chaque jour que Dieu nous donne, il faut pouvoir, eh bien, en profiter pour améliorer cette relation, pour jouir du couple, pour être heureux dans son couple. Et pour cela, il faut concentrer sur notre énergie, eh bien, à pouvoir communiquer efficacement. Mon sixième conseil pour vous aujourd'hui, eh bien, ne soyez pas dans le jugement, mais dans le dialogue constructif. Vraiment, ne soyez pas dans l'accusation, ne soyez pas dans vraiment chercher à accuser, chercher à culpabiliser. Cela n'est pas utile. Il est vraiment important de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Vraiment, lorsque vous parlez à votre conjoint, surtout la femme, lorsqu'elle parle à son conjoint, il ne faut pas qu'il se sente accusé. Aucun être humain n'aime se sentir accusé. On n'est pas dans l'accusation, on est vraiment dans le dialogue constructif. Il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui ne va pas dans le foyer, eh bien on en parle neutrement, sans jugement, sans accusation. Simplement, on met le doigt sur une situation qui gêne, une situation qui crée un mal-être et on l'expose eh bien, à notre conjoint. Et puis, à partir de ce moment-là, on essaie tout simplement de trouver des solutions. Et en général, les solutions ne sont même pas... On passe pas beaucoup de temps à chercher les solutions. Tout simplement, lorsque tu as exposé ton mal-être, vous avez exposé votre mal-être, vous avez exposé ce qui vous gêne, ce qui vous dérange et ce que vous auriez aimé, eh bien, à partir de ce moment-là, l'interlocuteur qui est en face de vous, votre conjoint, il va tout à fait comprendre et il va pouvoir corriger le tir pour justement que ce sentiment-là que vous aviez, eh bien, ne puisse plus exister ou bien ne puisse plus continuer à perdurer. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un langage vraiment constructif et pas un langage accusateur, un langage qui est là pour culpabiliser. Cela va mettre des filtres. Ça met un filtre tout de suite. Ça va mettre un filtre tout de suite. À partir du moment qu'on commence dans le langage de l'accusation, on commence dans le langage de culpabiliser, tout de suite, il y aura un filtre et tout ce que eh bien, vous allez dire sera mal interprété. Et si c'est mal interprété, eh bien, vous allez tous les deux sortir de votre discussion sans aucune solution. Mon septième conseil pour vous aujourd'hui, c'est
réfléchissez bien à l'utilité d'entamer un sujet. Il y a des sujets qui ne sont pas forcément utiles. C'est-à-dire que il faut pouvoir se dire que l'objectif finalement de la communication, c'est de jouir de son mariage. Il faut se dire que je suis mariée et j'ai juste envie de jouir de mon mariage, d'être heureux dans mon mariage. Je ne veux pas passer mon temps à ternir vraiment la relation, à nous mettre mal à l'aise et puis on perd du temps parce que on est un temps mal à l'aise et c'est du temps de bonheur aussi qui est perdu. Le temps où on est mal à l'aise, le temps où on se dispute, le temps, voilà, où il y a l'énervement, où il y a l'agacement, eh bien c'est un temps de bonheur qui est gâché. Donc vraiment, c'est pour cela que cette 7e clé, elle est importante. Il faut, avant de pouvoir entamer un sujet, une conversation, il faut pouvoir réfléchir à l'utilité de ce sujet, d'entamer ce sujet. Exemple, vous avez déjà dit à votre mari plusieurs fois, chérie, les chaussettes, ça va dans le linge sale. Quand tu te déshabilles de toutes les façons, eh bien, tu passes près du panier où il y a les chaussettes, où il y a le panier, où il y a les vêtements sales. Tu déposes tes chaussettes au sale. Tu lui as déjà dit ça. 1 fois, 2 fois. À un moment donné, il faut se dire que non, ça ne sert à rien de pouvoir continuer à gâcher l'atmosphère, à se fatiguer, à toujours répéter les mêmes choses. Ça veut dire qu'il faut changer la façon de faire. Il faut communiquer. Ça veut dire que s'il continue, eh bien, cela veut dire qu'il n'a pas compris vraiment l'information que, eh bien, vous voulez lui passer. Pour vous, c'est comme un manque de respect, peut-être. Ça peut être d'autres raisons pour d'autres personnes. Pour vous, c'est comme un manque de respect pour vous qui êtes une femme qui nettoyez la maison, qui rangez, de voir que votre mari arrive et puis il jette ses chaussettes par terre. Pour vous, c'est comme ça que ça peut être perçu. Mais pour lui, c'est pas forcément comme ça qu'il le perçoit. Il est fatigué, il a déposé ses chaussettes et puis bon, il va après quand il ira bien se doucher, il va pouvoir mettre les chaussettes dans le panier après. Pour lui, c'est pas méchant. Mais c'est pour ça là que la conversation, donc la communication est très importante. Il faut vraiment s'asseoir en évitant un maximum de filtres et expliquer, ok, chérie, je me sens insultée, je me sens méprisée lorsque tu me laisses les chaussettes par terre. Et là, il va comprendre vraiment que là, c'est que tu te sens méprisé, tu te sens blessé. Il va comprendre vraiment le message. Que ce n'est pas que tu es en train de l'accuser, ce n'est pas que tu es en train de le culpabiliser. C'est juste que ça te fait du tort. Tu te sens méprisé parce que tu sais que tu nettoies la maison et que lui, il arrive, il jette les chaussettes par terre. C'est important de communiquer correctement. C'est vraiment important de communiquer. Maintenant, parfois, on s'acharne dans des conversations qui ne mènent à rien. Comment tu n'as pas entendu? Je t'ai dit de mettre les chaussettes. C'est toujours la même chose avec toi. Tu ne mets jamais les chaussettes au sale. C'est toujours la même chose. Il faut toujours te dire la même chose. Tu exagères, etc. Et le mari, lui, qui va dire, arrête de me crier dessus. Tu n'es pas ma maman. Et puis finalement, vous sortez tous les deux frustrés et dans l'incompréhension face à l'autre. Chacun va interpréter en fonction de ses filtres, en fonction de la colère, en fonction de ce qu'il avait envie d'entendre aussi ou pas. Et donc, on sort de cette conversation, eh bien, infructueuse. Donc, c'est pour cela que c'est vraiment important, eh bien, de réfléchir aussi à l'utilité parfois. Quand tu as déjà dit plusieurs fois quelque chose et que tu n'as pas réussi à faire passer le message, parfois, ce n'est pas la peine d'insister, de revenir dessus. Si tu n'as pas réussi, il faut peut-être prendre un temps de chercher exactement ce que tu veux lui transmettre comme message concernant les chaussettes et ensuite revenir une bonne fois pour toutes et en discuter, dialoguer. Donc, même si c'est énervant, quand il sort du travail, il l'a fait encore, ce n'est pas grave. Je sais que ça va demander beaucoup de sagesse à beaucoup de femmes, mais tu ramasses les chaussettes en attendant que vous puissiez mettre en place un rendez-vous, parce que oui, il faudra prendre des rendez-vous entre vous parfois. Un temps vraiment spécial pour pouvoir dialoguer de cette histoire de chaussettes.
Mais entamer cette discussion, il faut vraiment réfléchir à l'utilité. Est-ce que maintenant, au moment où il est arrivé fatigué du travail, en train de regarder son match ou bien sa série détente, est-ce que c'est maintenant utile de pouvoir entamer cette conversation? Donc, c'est pour cela que ce 7e point clé est vraiment important. Il faut pouvoir savoir à un moment précis, est-ce que c'est utile d'entamer telle conversation ou pas. Donc, vraiment peser le pour et le contre pour savoir si il y a une utilité d'entamer une conversation afin de ne pas vraiment gâcher l'ambiance, de ne pas rajouter encore de la tension dans le foyer. C'est mieux, c'est pas le moment, eh bien, c'est pas grave. Tu ramasses les chaussettes, tu prends un rendez-vous avec lui pour pouvoir discuter, pouvoir dialoguer, pouvoir dire ce que ça fait en fait, ce que ça te fait, et bien que les chaussettes soient par terre. Et puis, vous discutez ensemble. Et lui-même, il va tout simplement peut-être te dire que c'est la fatigue. C'est vrai qu'il oublie. Il oublie. Et il veut essayer de trouver des solutions, il s'excuse et puis il va faire plus d'efforts. Donc, après cette discussion-là, il va retenir que, eh bien, ça te fait du tort. Et donc, il va pouvoir retenir que, eh bien, les chaussettes, ça va au sale. Donc, c'est vraiment des conseils que je vous donne. Ce sont vraiment des conseils qui ont l'air peut-être simples, mais ce sont des conseils qui nous ont permis à nous de pouvoir vivre heureux nos 13 ans de mariage. Ça n'a pas toujours été rose parce qu'au début, c'était un peu compliqué parce que l'homme et la femme, on a des fonctionnements différents, on a des façons de penser qui étaient différentes. Mais lorsqu'on a compris ce principe-là de la communication, rien que ça, là, notre vie a changé. Malgré les enfants, vous savez, les enfants, c'est une source de tension dans le couple. Malgré le travail, malgré les problèmes financiers, à partir du moment qu'on a compris, eh bien, l'importance de la communication et surtout de communiquer bien, eh bien, dans notre couple, eh bien, tout se passe bien. Maintenant, il n'y a plus de dispute. C'est vraiment, si on se dispute, comme on dit, c'est vraiment une dispute constructive. Ça veut dire qu'on va s'asseoir, on va arrêter de s'énerver, on s'assoit et on discute du sujet qui a fait mal, on discute de ce qui ne va pas pour trouver des solutions. On n'est pas dans l'accusation, mais on est là pour pouvoir trouver des solutions. Mon 8e conseil pour vous aujourd'hui, ne négligez surtout pas votre langage non verbal. Dans la communication, il y a quelque chose qui est très important. C'est le langage non verbal. Souvent, on oublie le langage non verbal et beaucoup de couples ont des problèmes par rapport au langage non verbal. Qu'est-ce que le langage non verbal? C'est tout ce qui envoie un message sans que vous ayez parlé. Le regard, l'intonation de la voix, la gestuelle. Ça veut dire que, quoi par exemple? Je vais prendre un exemple concret. Chérie, tu sais, il y a telle chose qui se passe. Le mari tout de suite va s'énerver, il va dire, c'est toujours la même chose avec toi, tu me prends pour un idiot, tu me prends pour un enfant, etc. La femme, elle ne va pas comprendre. Tu es toujours énervé, tu es toujours pas... Le mari va dire, tu es toujours énervé, tu es toujours de mauvaise humeur, et la femme ne va pas comprendre parce qu'elle a parlé calmement. Seulement, pendant qu'elle parlait calmement, eh bien, ses sourcils étaient bien enfoncés là comme ça au milieu. Elle parle calmement, mais elle a les sourcils qui disent le contraire. Elle parle calmement, mais elle est en train de taper sur la table. Elle est en train de taper sur la table avec ses doigts. Mais elle parle calmement. Donc, cela veut dire on peut parler, donc c'est la communication verbale. Ça, c'est le parler, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai une communication verbale. Mais, en plus de la communication verbale, il y a la communication non verbale. Et la communication non verbale, c'est vraiment non négligeable. Parce que il y avait des statistiques qui avaient été faites. Et il y a environ, dans une communication, lorsque quelqu'un parle, eh bien, l'interlocuteur en face reçoit environ, si je ne me trompe pas, je donne un chiffre approximatif parce que je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près 30% de verbal qui arrive à votre interlocuteur et donc, du coup, 70% de non-verbal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on communique, votre interlocuteur va recevoir seulement 30% de ce que vous allez dire. Tout le reste va dépendre de votre communication non verbale, de votre gestuelle,
de votre, de votre visage, de votre caractère de visage, de vos traits de visage, de comment vous allez mettre votre visage. En fait, la communication non verbale, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas verbal. Et cette communication non verbale prend beaucoup de place dans la communication. Donc, c'est pour cela que c'est important à ne pas négliger. Il faut pouvoir vraiment travailler cette communication non verbale. On ne dit pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tricher. Ça veut dire que quelque chose que tu n'aimes pas, que tu veux exprimer en ayant une communication non verbale neutre, ça se travaille. Cela veut dire quoi tout simplement? Il faut vraiment, quand tu dis quelque chose, quand vous dites quelque chose, il faut vraiment vous dire que bon, là, je ne suis pas là pour l'accuser, je suis là vraiment pour trouver des solutions. Et à partir de ce moment-là, tu enlèves des émotions négatives qui pourraient transmettre une communication non verbale qui sera mal interprétée. Donc, c'est pour cela que lorsque vous parlez, eh bien, avant de parler, calmez-vous. N'allez pas fâcher, comme je vous l'ai dit. N'allez pas, si vous sentez une once d'irritation, n'y allez pas. Parce que même si vous parlez calmement, eh bien, je vais vous montrer un exemple, tout simplement. Là, je peux parler calmement. Alors là, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Mais en réalité, vous savez que, eh bien, on va prendre un exemple. Qu'est-ce que je veux raconter? Un exemple concret. La raquette à moustiques. Comme j'en vois une devant moi. La raquette à moustiques. Bon, chérie, la raquette à moustiques, à chaque fois, tu le mets, eh bien, n'importe où. Et ça m'énerve. Bon, là, ça va encore. Mais si on fait... donc, tu entends mon intonation de voix. J'essaie de séparer mon langage verbal de mon langage non verbal là. Chérie, tu sais, c'est pas que je ne tolère pas, mais c'est que... Voilà quoi, c'est très embêtant le fait que la raquette à moustiques, tu la déplaces et que tu la mettes à chaque fois là où il ne faut pas. Je suis très calme dans ce que je dis actuellement. Mais j'arrive pas à le faire, vous avez vu, j'arrive pas à séparer mon non-verbal de mon verbal. Mais il y a des gens qui, voilà, il y a des gens qui, c'est-à-dire que, il y a des gens qui, quand ils sont énervés, quand tu es énervé concrètement, voilà, quand tu es énervé concrètement, ton visage va exprimer l'énervement. Même si tu vas parler calmement, même si vous allez réussir à parler calmement, votre visage va exprimer la colère. Votre visage va exprimer l'agacement. Par exemple, là, quand je parle, peut-être que mon visage et ma voix sont en communion. Ça veut dire qu'on voit peut-être la passion, on voit peut-être vraiment cette envie, cette passion pour le sujet. Mais lorsque, eh bien, on parle pour notre conjoint, eh bien, c'est vraiment important de pouvoir vraiment se calmer. Donc, pour pouvoir justement avoir une bonne communication non verbale, il ne faut pas essayer de parler énervé parce que votre communication non verbale va vous trahir. Donc, ne négligez pas ça. C'est pour ça que vous allez entendre dans beaucoup de couples des personnes qui disent « Oui, tu dis ça calmement, mais ton visage, c'est pas ce que ça dit. » Voilà. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a essayé de transmettre une information sans intérieurement s'être calmé, sans intérieurement avoir vraiment décidé que, eh bien, je veux vraiment réussir mon foyer, je veux vraiment réussir mon mariage et je ne suis pas là pour accuser, je ne suis pas là pour m'énerver, mais je veux simplement trouver des solutions. Il faut pouvoir d'abord faire le point avec soi-même, se calmer d'abord, faire le point, être tranquille et puis ensuite pouvoir aller discuter. Et à partir de ce moment-là, votre communication verbale et votre communication non verbale, eh bien, ils pourront ensemble pouvoir fonctionner. Donc, voilà pour mon 8e conseil. Eh bien, pour aujourd'hui, eh bien, c'est ce que je vous propose de pouvoir mettre en place dans votre couple. Ce qui veut dire que dès aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à mettre en pratique, eh bien, tous ces conseils, donc ces 8 conseils. Et vous verrez que si vous les mettez vraiment en pratique dans votre vie de tous les jours, vous allez commencer à voir dès les prochains jours déjà des changements dans votre couple. Vous allez commencer à avoir des tensions qui baissent dans votre couple. J'ai déjà donné ces conseils-là à plusieurs couples et qui ont tous vu eh bien, la différence tout de suite. Vous aurez des résultats tout de suite. Donc, n'oubliez pas,
premièrement, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à bien concevoir ce que vous voulez transmettre comme message. Avant même de commencer un dialogue, concevez d'abord ce que vous voulez transmettre comme message. Parce que comme Boileau l'a dit, eh bien, ce qui est bien conçu, donc ce que vous concevez bien, eh bien, va s'énoncer clairement et les mots pour le dire vont venir aisément. Première clé. Deuxième conseil que je vous ai donné, prenez en compte les filtres. Ne commencez pas une conversation alors qu'il y a des filtres, beaucoup de filtres comme les émotions négatives, la colère, l'agacement. Donc, faites très attention aux filtres, ils existent. L'éducation aussi, c'est un filtre. Donc, il faut prendre conscience de ces filtres, de l'existence de ces filtres. Et donc, à partir de ce moment-là, vous savez qu'il y a la troisième clé que vous devez mettre en œuvre. Eh bien, c'est réunir les conditions pour un dialogue efficace. Premièrement, discutez-en pour que vous puissiez trouver ensemble le meilleur moment pour chacun pour pouvoir en discuter. Pas devant la télé, pas lorsque la personne est fatiguée, elle est rentrée, elle est fatiguée, mais vraiment prendre un temps ensemble, vous décidez ensemble, vous prenez rendez-vous ensemble pour pouvoir faire ce dialogue efficace. Donc, ensuite, je vous avais donné le conseil de l'utilité. Il faut vraiment veiller à l'utilité d'un sujet à entamer. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est utile à vraiment entamer? Il y a des sujets vraiment qui ne sont pas vraiment utiles à entamer et donc qui vont ternir seulement la relation, vont ternir seulement un petit moment de bonheur qui aurait pu vraiment, ou bien un petit moment de paix qui aurait pu vraiment se passer dans le foyer. Donc, il faut vraiment faire attention à l'utilité. Quelle est l'utilité de ce que je veux transmettre comme message? Est-ce que ça a vraiment une utilité? Est-ce que maintenant là, c'est utile ou est-ce que c'est utile en général? Donc, il faut faire très attention. Il y a des choses parfois que l'on peut dire qui ne sont pas forcément utiles parce que ça n'a pas d'objectif d'améliorer votre couple ou etc. Donc, l'utilité, c'est un point clé très important. Autre conseil que je vous ai donné aujourd'hui, lorsque nous allons dans un dialogue, il ne faut pas aller dans l'accusation. On n'est pas là pour accuser l'autre ou bien pour chercher à culpabiliser l'autre, mais on est là pour pouvoir trouver un terrain d'entente ou bien pour pouvoir faire un dialogue constructif pour que eh bien, le couple puisse s'épanouir. Autre conseil que je vous ai donné aujourd'hui, c'est vérifier que votre conjoint ou votre conjointe a bien compris ce que vous avez voulu lui transmettre comme message. C'est important de vérifier s'il n'y a pas eu un filtre qui est passé par là. Dernier conseil que je vous ai donné aujourd'hui, donc parmi les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, c'est qu'il faut être lent à parler et prompt à écouter. Interdisez-vous de couper votre interlocuteur, donc votre conjoint ou votre conjointe. Faites en sorte de bien écouter avant de pouvoir répondre. Lorsque vous mettez en pratique vraiment tous ces conseils, donc ces 8 conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, donc bien concevoir, attention aux filtres, avoir conscience aussi que la vie de votre conjoint peut être différente du vôtre. Ça, il faut avoir conscience, il faut pouvoir l'accepter et vraiment avoir un dialogue constructif par rapport justement à cette différence d'avis. Les conditions pour le dialogue, l'utilité de ce dialogue, l'accusation, on n'est pas dans l'accusation, vérifier qu'il est bien compris et être lent à parler et prompt à écouter. Voici mes 8 conseils pour vous, pour que vous puissiez réussir vraiment à déjà, dès les prochains jours, voir une différence. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour pouvoir eh bien, me dire comment ça s'est passé pour vous. Et en perso, je peux pouvoir vous donner des conseils adaptés à votre situation parce que chaque situation est personnelle. Donc, je peux aussi vous donner des conseils. Je coach aussi en personnel. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter. Donc, je vais vous expliquer dans un instant comment on va pouvoir me contacter. Pour me contacter, pour le moment, je vais vous donner mon email. Vous pourrez me contacter sur naomi@gmail.com. Naomi, Naomie, am@gmail.com. C'est sur cet email que vous pourrez me contacter pour me poser des questions et on va pouvoir organiser des rencontres si vous le souhaitez, des coachings, donc des rencontres évidemment en ligne
du coaching personnalisé pour votre situation. Mais rien qu'avec les 8 conseils, si vous les mettez en pratique, eh bien, vous allez voir que, eh bien, votre relation va changer. Et si jamais vous étiez en phase de divorce, même ça va vous aider. Et n'oubliez pas, je pense que je ne l'ai pas dit, je n'ai pas rappelé ce conseil-là, n'oubliez pas l'importance de la communication non verbale. Elle est plus importante dans ce qu'on dit. Il y a plus de communication non verbale qui est reçue par votre conjoint ou votre conjointe que ce que vous dites. Donc, il voit plus votre communication non verbale que entendre ce que vous dites. Donc, important de ne pas négliger cette partie, la communication non verbale. Je vous dis à bientôt et j'espère vraiment que cela pourra vous aider. Si vous mettez en pratique, eh bien, vous allez voir la différence.